بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون أيتها المواطنات. Moi, président de la République. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que Sciences Polémiques Menton revient en cette nouvelle année pour vous proposer des émissions drôles, pétillantes, intellectuelles, cela nous arrive, autour des personnalités emblématiques du campus. Cette année, le board de Sciences Polémiques est composé d'Elif Gochman, deuxième année, que l'on salue. Bonjour. Et de Roman Dinacera, première année, à qui l'on souhaite une bonne chance pour son contrôle d'histoire, qui l'a contrainte à ne pas pouvoir venir. En plus du board, nous serons accompagnés à chaque émission par un étudiant ou une étudiante pour que les émissions soient toujours plus innovantes et agréables à l'écoute. Espérons que la deuxième année choisie par nos soins saura se montrer à la hauteur. Et je vous prie de ce pas d'accueillir Myriam Menjara en deuxième année, connue pour son éloquence et ses fameux tutorats d'arabe où l'on fait tout sauf de l'arabe. Merci Arthur, merci d'accueillir aussi Monsieur le Président Arthur Desgarrés, le plus aristo des gauchos, connu pour son attachement à l'Europe des valeurs. C'est vrai, on peut le dire. Trêve de formalité. Vous savez bien que cette émission a la saveur des moments inoubliables, des découvertes décisives dans l'histoire mentonnaise. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle se veut culte, alors même que nous ne l'avons pas démarrée. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, mes chers amis, c'est avec un plaisir véritable que nous recevons aujourd'hui le professeur à mèche le plus énigmatique et passionnant du campus, le seul docteur qui nous fait tomber malade à coups de blocs de constitutionnalité, mais qui nous prescrit lui-même ses ordonnances, article 38 de la Constitution, sans que l'on puisse les voter. Je veux bien sûr parler de Werner Höfner, professeur de droit comparé en deuxième année. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Vous allez avoir des problèmes, Arthur. Merci beaucoup. Merci de votre On invitation. continue. Monsieur Höfner, Höfni pour les intimes et les courageux, ce que je suis. Certainement pas. Ça, c'est l'occasion de rétablir d'ores et déjà un principe, c'est Höfner. Höfner. Comme l'a popularisé l'un de mes collègues et néanmoins ami professeur ici, Christophe, c'est pour toi. C'est Höfner, cher camarade. Très bien, donc Monsieur Höfner, cette émission veut découvrir ce qui se cache derrière votre appétit juridique et votre énergie des 8 heures le lundi matin. Comment se motiver pour l'étude du droit européen et de la comparaison infraconstitutionnelle du TUE avec le droit japonais ? Comment passer des nuits sur son code civil et refuser dans le même temps de prendre un verre avec une charmante demoiselle ou un charmant damoiseau ? Nous sommes ouverts ? C'est ce que nous chercherons à comprendre aujourd'hui. Vous aviez l'air très impatient de faire cette radio. La voici, elle est pour vous et pour notre plus grand plaisir. Je laisse de ce pas la parole à ma chère Myriam qui fera ses premiers pas dans son apprentissage de la langue française et qui s'attachera à peindre un portrait fidèle et concis pour un homme qui l'est autant qu'une bonne dissertation de droit et qui se considère comme de l'ancien monde. Merci de souligner mes progrès en français. Tout d'abord, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Arthur, je t'enverrai tes petits chocolats comme promis. Je les attends. Parce que je mesure en effet la chance que j'ai. Oui, nombre de mes camarades auraient aimé être à ma place afin de pouvoir inverser les rôles pour une fois, et ce, en posant des questions aux pros de l'interrogation orale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour apprendre à vous connaître. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des précisions, si vous souhaitez répondre à mes affirmations. Ou démentir. Ou les démentir. Peut-être que... Ça me suffit pour faire triompher la vérité. Du fact-checking instantané. Alors, Monsieur Werner Höfner, vous précisez toujours 2 éléments lorsque vous vous présentez. Alors, je prendrai le temps de les souligner pour vous faire plaisir. Il faut tout d'abord noter que malgré la rigueur de l'outil et le nom d'un concessionnaire Mercedes-Benz, vous êtes on ne peut plus éloigné du pays du Currywurst et du Bundestag, puisque vous êtes corse et fier de l'être. On est d'accord? Jusque-là, ça va? Alors oui, effectivement, je sais que cela peut surprendre, mais effectivement, j'ai toutes mes attaches personnelles, familiales, culturelles, politiques en Corse. Très bien. Politique. Et la Corse n'est pas votre seule fierté, puisque la plus grande d'entre elles à vos yeux, c'est votre diplôme de l'Académie de droit international de La Haye. Et ne surtout pas oublier de citer la petite mention 246e lauréat sur les 256 diplômes délivrés entre 1950 et 2014. Je vous laisse terminer. 27e français. Alors oui, mais alors ça c'est plus plus sincèrement, hein, c'est plus une coquetterie qu'autre chose. C'est cet attachement-là, c'est l'attachement de celui qui a travaillé très longtemps.
Bah très bien. pour ceci, et voilà, mais ma plus grande fierté, c'est absolument pas celle-ci. Ma plus grande fierté, c'est que la confiance que Sciences Po me témoigne soit reconduite chaque année et que j'ai l'occasion de travailler avec vous, chers amis. C'est ça, Très bien. voilà. Connaissez-vous le 28e français? Oui, bien évidemment. Il m'a succédé une année après. J'ai alors, pas son nom ici, puis je vais pas le jeter en pâture, mais c'est un spécialiste de droit international privé qui a fait ses études à Paris. Hein. De votre niveau? Oh, j'en sais rien, absolument pas, mais c'est pas une Plutôt question de science niveau. C'est pas absolument pas une question de niveau, et vraiment, il faudra dissiper un malentendu ici. C'est que c'est une épreuve qui est connue pour sa sélectivité, c'est vrai, mais c'est une épreuve de passionné, avant tout. Et c'est parce que je suis animé par cette passion-là du droit international que je m'y suis présenté, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas le mythe derrière, je le mets parce que c'est un titre auquel je suis effectivement attaché, parce que je suis allé le chercher avec beaucoup d'efforts et au prix de beaucoup de sacrifices. Mais c'est pas le parangon de ma petite carrière académique. C'est sous quelle forme l'examen? L'examen, en fait, a lieu donc au Palais de la Paix, donc dans les locaux de la Cour internationale de justice. Et il commence par une épreuve de 5 heures, qui est un sujet sur lequel les étudiants sont invités à composer. Et en fait, c'est un sujet de réflexion qui embrasse l'intégralité du droit international public. Donc en fait, c'est un examen qui est assez sélectif par sa généralité. Et si vous avez l'occasion de passer les fourches codines de l'admissibilité, vous passez un oral avec tous les membres du jury qui sont notoirement composés d'un certain nombre parfois de professionnels ou de membres de la Cour internationale de justice, et on vous pose un certain nombre de petites questions. Et vous devez délivrer une leçon un peu sur le modèle du concours d'agrégation en fait en France. Vous devez sur une demi-heure de présentation, faire ensuite une quarantaine de minutes d'exposition, et ensuite on vous pose des questions. Voilà. Donc c'est un pur exercice académique, vraiment, tout simplement, voilà, comme on peut s'y attendre dans le système français, notamment. Bah alors je comprends que vous le précisez sur votre profil LinkedIn et je suppose sur votre profil Tinder également. Alors moi je n'ai pas de profil Tinder, ma chère. Ah d'accord, oh c'était un fake. C'était un oh là là, on pouvait tous tomber dans le panneau. Effectivement. Mais bon, alors Monsieur Hoffny, j'ai tout de même creusé un Monsieur peu. Hoffner, vraiment, Monsieur je suis Hoffner, attaché. Monsieur Hoffner. Et je le dis, chers amis, ici, vraiment avec la sincérité de ici, alors au risque de mettre une mauvaise ambiance, etc. Ce n'est pas un surnom que je goûte dans les locaux de l'IEP. Très bien, Donc très voilà, bien, sachez-le, chers amis, je le etc. vois, Et que c'est donc, noté. On la arrête, bienséance qui maintient ici notre petit entretien, eh bien, me fait dire que c'est Hoffner et pas Hoffny. Voilà. On fera passer le message. Il est passé, je crois. J'ai tout de même voulu creuser un peu plus sur celui qui sera toujours là pour vous parler du Conseil constitutionnel, Oui. du Conseil d'État, comme pour vous prodiguer de précieux conseils d'amis. Alors, allez-y. En somme, j'ai voulu gratter le vernis de cette petite peinture à l'huile que l'on pourrait aisément trouver dans la maison de campagne des deux Garnier Desgarret, par C'est exemple. fort. Là, par exemple. Toi, ça. Alors, comme tout détective privé digne de ce nom, I googled you. Et je vous avoue que je fus drôlement intriguée par la petite mention tout en bas de la page. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Absolument pas. Je cite. Certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données. Ouais. Ouais. Et donc, vous vous doutez bien que ça soulève des questions. Ah bah ça soulève pas de questions ici nécessaires, parce qu'en fait vous savez que la question ici en cause, c'est pas du tout celle d'ailleurs d'une démarche active de ma part. C'est qu'en vertu des textes européens sur la protection des données, Google est soumis à une obligation périodique, droit à l'oubli. en fait effectivement du droit à l'oubli, et que donc on ne peut pas garder, on ne peut pas indexer un certain nombre de pages plus d'une durée légale qui est prévue par le texte européen pertinent, et que donc ce n'est même pas de mon propre fait. Donc vous pouvez me coincer ici, je n'ai rien à avouer pour une fois. D'accord, bah écoutez, parce que nous on est parti dans de grandes théories, de grandes suppositions. Est-ce que ce serait un épisode de Faites entrer l'accusé qui mise à votre réputation? Ou alors un Skyblog malaisant que vous teniez pendant votre adolescence? Alors non, je n'ai jamais eu de Skyblog, si c'est ça la question que vous posez. Vous pouvez chercher, en fait, aller On va très creuser loin, et quand bien même. je n'en ai jamais eu, et grand bien m'en fasse d'ailleurs. Eh bah écoutez, vous avez répondu à notre question, hein. Je suis un peu déçue. Je pensais Ah que vous bah, aviez je sais, invoqué le droit à l'oubli pour des raisons beaucoup plus Mais attention, je suis, sombres je que suis ça. un garçon plein de déceptions, vous allez le voir, ne vous en faites pas. Quelle horreur! Ah oui. Bon, ce que l'on sait néanmoins avec certitude, c'est que vous êtes un enfant de la French Riviera. Oui, Vous avez grandi aux alentours de Menton. c'est inexact. C'est inexact, très bien. Exactement, j'ai grandi dans le petit village de Sospel, qui est dans l'arrière-pays. Ici, j'ai passé les 18 et très heureuses premières années de ma vie, parce que mes parents avaient été mutés en tant que professeur au collège Jean Médecin, si vous voulez tout savoir, et que ce n'est que bien au moment du lycée que j'ai fait mon lycée à Menton. Donc, D'accord, donc vous avez quand même fait votre lycée au à lycée Menton. Pierre et Marie Curie, effectivement.
Mais je résidais encore à l'époque à Sospel. Et donc je me déplaçais en transport en commun et je ne suis venu sur Nice qu'à l'occasion de mes études supérieures à la faculté de droit de Nice. D'accord. Juste avant-hier, on était à Sospel avec mes parents. Ah bon? Ouais. Très bien. Vous avez fait quoi? On est allé visiter, on y était pendant 1 heure. Ok. Est-ce Ça que vous a suffi? t'as senti Non, L'atmosphère, offnérien. Vous avez le statut sur la place centrale de Sospel ou pas encore? Vous êtes maire? Absolument pas. Carrière de maire. Absolument pas, mais mon traditionnel goût des territoires ici et de la tradition me ferait dire ici que c'est un village qui est magnifique, qui mérite d'être visité et dans lequel il y a beaucoup d'activités à faire. Et si vous êtes intéressé par la nature et compagnie, bien ça vaut la peine d'y aller. C'est pas très loin et on y mange très bien, sachez-le. Voilà. On y mange très certainement très bien, mais on imagine que vous vous sentiez un peu seul, parce que avouons qu'un enfant sur la Côte d'Azur, c'est un peu comme un anarchiste à Versailles. Hein. Non, pas nécessairement, mais après il y a des gens qui ont le goût de la solitude, c'est mon cas, donc quelque part il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Et puis, écoutez, non, j'ai jamais eu à souffrir de cette solitude. Mais est-ce que votre goût de la solitude est une conséquence de votre enfance à Sospel, ou est-ce que vous êtes adapté d'une certaine manière, ou est-ce que ça tombait bien? Non, plutôt? absolument pas. C'est, je pense, un trait de caractère déterminant chez moi, c'est-à-dire que j'aime ces moments-là, en fait, tout simplement. Alors je goûte tout à fait les réunions sociales, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Et Sospel, non, Sospel n'était pas, je n'ai jamais vu comme étant un cadre limitatif de mon propre épanouissement. Vous y retournez régulièrement? Très régulièrement. C'est vrai? Ouais, tout à fait, On ouais. s'éclate là-bas? Avec grand plaisir. D'accord. Il y a plus de bars qu'à Menton Sachez que Sospel détient un record qui est celui d'être l'une des communes de France avec le plus grand nombre de débits de boissons par rapport à la population. Grâce à vous notamment, j'imagine. Grâce à vous, j'imagine. Non, absolument pas. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à penser à votre adolescence sur la Côte d'Azur, je me suis demandé si en fait ça expliquait pas tout. C'est-à-dire? Peut-être que, je sais pas, si vous trouvez le traité sur l'Union Européenne et le code civil aussi funky, c'est parce que votre adolescence ne l'a pas du tout été. Non, je les trouve extrêmement intéressants parce que justement, à la manière d'un judoka qui utilise les forces et faiblesses de son adversaire, j'ai toujours pris le parti de tirer du caractère un peu poussiéreux du droit. Un peu, on va dire, rigide, rigoureux, bref, pas funky comme vous le dites, et bien trouver sa première force, c'est-à-dire qu'à mon avis, le cœur et le sel de mon métier et la façon dont j'essaye de le pratiquer, c'est d'essayer de rendre intéressant des textes qui viscéralement ne le sont pas. Et donc ça n'a pas été nourri par la contemplation de la nourriture, ouais, j'ai déjà faim, des paysages sospellois. Je pense que c'est venu plus tard avec un intérêt sincère. Voilà, simplement. Très bien, donc vous êtes un peu le Teddy Riner du droit, c'est ça? En beaucoup moins talentueux ici, non, un peu moins massif aussi. Un peu plus blanc. Merci. On peut se permettre ce genre de choses. Merci de le dire. Vous êtes passé à l'oral, oui, déjà, ou pas? Pas encore, pas D'ailleurs, encore, mais c'était- je crains, je peux vous dire. Vous dites la Je semaine. sens que le petit bruit de fouet que vous faites régulièrement, je vais le sentir. Moi, c'était fameux. Moi, Exactement, le- c'était fameux aujourd'hui. Oui, voilà. Enfin bon. T'es passé toi? Oui, je suis passé. C'est cet après-midi. Tu feras un petit feedback hein? Oui, on verra. En guise écoute. d'ouverture. ouais, Eh bien ben sûr. écoutez, c'est cool que vous me disiez que c'est sympa le droit, tout ça, parce que j'étais sur le point de vous proposer un petit jeu de rôle. Enfin, j'étais dans mon truc, ouais, monsieur Hoffner, le droit c'est chiant, qu'on se le dise, des yeux dans les yeux, et j'ai tout préparé. Voilà, donc un petit jeu de rôle si vous le voulez bien. Oh, bah, très rapidement alors. Très rapidement, sans chichi, vraiment. Samedi soir, Oui. grosse ambiance au Plumel, Oui. entre d'un côté les frustrés qui attendent la mort et de l'autre les cougars qui attendent l'amour. Oui. Il y a vous, Werner, seul, accoudé au bar. Oui. Une seule perspective, fin de soirée, avec comme compagnon unique votre fidèle ami, la Constitution du 4 octobre 1958. Oui. Et là, on peut... S'il vous plaît, on va. On va faire un petit big up. Moi, quand j'entends 4 octobre 1958, je ne peux pas m'empêcher de faire une grosse dédicace à Charles de Gaulle et à sa go Yvonne. Ouais, merci. Si vous nous entendez, Sciences Polémiques, 5ème République, même Même combat. combat. D'ailleurs, pour la suite de cette interview, nous avons choisi de mettre le général de Gaulle qui vérifiera et qui surveillera tous Eh vos bien, propos. Voilà qui me met en joie, vous en faire inconnu, très bien. Eh bien voilà, vous voulez casser la routine, et pour une fois vivre une nuit aussi torride qu'un plaidoyer de Jacques Vergès, Oui. alors vous appelez le droit à votre rescousse. Si vous aviez une seule anecdote de juriste, une seule affaire,
pour choper le numéro de cette jeune fille, pas trop jeune non plus, tout de même, article 229-29 du Code pénal. Alors, oui. En plus, vous la connaissez. Vous aussi, chers auditeurs. Mais si, souvenez-vous, c'est Thérèse. La fameuse Thérèse. Sur le général ou à côté? À côté du général, toujours à côté. En dessous. Alors, donnez-lui envie, donnez-nous envie et prouvez-nous que le droit n'est pas chiant. Et que ça peut être extrêmement sexy. Hein. Ah oui, alors là, je pense que vous m'en demandez énormément. Non, je comprendrai, chers amis, qu'il est assez difficile de séduire qui que ce soit, d'ailleurs, avec les articles du Code pénal. Et bon, non, je pense que si je devais sortir un exemple, je reviendrai sur l'exemple que nous avons fait en cours. C'est que l'inconstitutionnalité du délit de harcèlement sexuel. Donc, alors voilà. Mais Vous abordez quelqu'un en parlant du harcèlement sexuel. Mais c'est une approche intéressante. C'est au moins si intéressante que les conditions dans lesquelles vous me mettez, cher ami. Non, je ne suis pas ici. Non, j'ai pas de. Comment dire. Regardez, je vais prendre au-delà du cas pratique qui m'est proposé. Non, je vais vous faire une vraie réponse. C'est que au-delà de la mise en situation, c'est que on peut intéresser les gens. Alors là, vous essayez de pervertir les conditions de l'examen. C'est science polémique. En disant, c'est science polémique, bien écoutez, évidemment, on va pas. c'est une notion qui devrait être dissoute pour corruption de la jeunesse, bien évidemment. Mais non, mais regardez, c'est que au-delà de ça, la règle de droit, elle a, à mon avis, une difficulté, un problème fondamental, c'est que justement, on n'y comprend pas grand-chose. C'est une règle qui est exclusive, elle n'est pas inclusive. Et donc effectivement, je n'ai pas ici de bon exemple pour vous dire comment est-ce que vous pouvez emballer une fille. Ici d'ailleurs, ce n'est pas ce que, je rassure Bernard Elroul qui nous écoutera probablement, ce n'est pas ce qu'on apprend dans mes conférences de méthode, Bernard. C'est ce qu'on apprend à Sciences Polémiques. C'est ce qu'on apprend à Sciences Polémiques, en pour rien, partie. je décline toute responsabilité. Super, ça, c'est sûr. Mais donc non, je ne suis pas persuadé, je suis vraiment pas persuadé que en fait on puisse, intéresser les gens. Vous voyez, à défaut de les séduire. Avec le droit présenté de façon linéaire. Je pense que par contre, si on devait répondre à votre cas pratique, je pense que j'observerais la personne, que j'arriverais à trouver de près ou de loin une faille exploitable. Ça pourrait être tout et n'importe quoi, une faille de comportement, etc. Alors maintenant, ici, Vous voyez Thérèse, seule, une simple touche qui vous attend. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, mais la première phrase. La Thérèse, Arthur, trêve de plaisanterie, on aimerait savoir qu'est-ce qui rend le droit indispensable à notre vie mais indispensable. et à nos nuits, en l'occurrence. Mais regardez, ce qui rend le droit indispensable à vos vies, c'est que vous ne pouvez absolument pas échapper à son application où vous soyez. Dans cette salle, chers amis, nous discutons entre gens de bonne intelligence sur les questions que vous nous posez et compagnie, mais on ne peut pas tout se permettre. Notre expression très libre ici, et je vous en remercie, elle est quand même cadrée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nos camarades... Petit rappel à l'ordre. Non, pas de rappel à l'ordre. Non, absolument pas de rappel à l'ordre du tout, parce que c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis quelqu'un qui est viscéralement épris de liberté. Voilà. Mais donc, moi, ce qui me semble plus intéressant, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que cette soumission à la règle de droit, c'est un mal nécessaire dans une société démocratique. Voilà, c'est ce que je dirais, mais je suis obligé de vous faire une réponse d'académicien, ici, simplement. Voilà. Tout à fait convaincant. Et voilà, vous voyez comme j'ai échappé à C'est votre jeu de très mots. fun. Un petit peu esquivé. Vous La attendiez. pauvre Thérèse avec son petit Voilà. collier de perles et son serre-tête, elle a l'air plutôt Mais déçue. je suis hein. très heureux de voir le piège dans lequel vous voulez me faire tomber, chers amis. Je suis très heureux de renvoyer l'image d'un jeune homme policé qui s'emmerde à peu près partout, qui a grandi dans un désert et qui passe sa vie seul au bar. Je vous remercie et qui ne peut être approché ici que par les simples touches que sont Thérèse et compagnie. Je vous Après, ça, c'est remercie. l'image surprise. On vous laissera ça en souvenir. Regardez, chers amis, je vous en remercie parce que cela montre à quel point justement. Cachez bien votre jeu. Exactement. C'est intéressant. Donc je suis très heureux de savoir que ça fonctionne. Eh bien, nous allons tout de suite passer, après ce moment un petit peu sérieux, nous allons passer à l'autre rubrique, le Fast and Curious. Principe très simple, 2 éléments, vision binaire, un petit peu comme aujourd'hui. Entre donc, deux éléments, vous devez en choisir un des deux sans justification, et nous vous poserons des questions après coup sur vos choix. Je laisse Elif commencer. Avec une petite précision, c'est que comme toute règle, bien évidemment, je dois avoir le droit à un ex. Bien sûr, c'est évident, Voilà. c'est évident. Voilà. Vous connaissez vos droits. Nul ne devrait
voilà. C'est quoi la Nul suite n'est censé Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, oui, c'est bien sûr, ou article 9 du Code civil, chacun a le droit au respect de sa vie privée, bien évidemment. Par exemple, Bien ça sûr. se tient. L'évidence, Bah, bien apparemment, on évidemment. ignorait cette loi il y a 5 minutes. Effectivement, très bien, je vous écoute. Allez. Bon, je commence. Oui. Schopenhauer ou Nietzsche? Ah, Nietzsche, bien sûr. Très bien. Sciences Po ou la fac? Sciences Po, Toulouse ou Menton? Menton. B.B. King ou Aerosmith? Ah, oh non, c'est dur. Oui, mais c'est pour ça. Trop dur. B.B. King. Poésie ou réalité? Non, la réalité. Gaspard Proust ou Michel. Houellebecq? Ah, Houellebecq. Très bien. Marine ou Jean-Luc? Ah bah Jean-Luc. Conseil européen ou Conseil de l'Union européenne? Conseil européen, la politique avant tout. Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres? Conseil de quoi? C'est fait exprès. Ah oui, d'accord, oui, les mêmes sont les mêmes, peu importe, l'un ou l'autre. Très bien, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Oui, non, bien sûr, ouais. J'attendais. Souverainisme ou fédéralisme? Pardon? Souverainisme ou fédéralisme? Ah, souverainisme. Souverainisme. Blues ou hard rock? Hard rock. Napoléon ou De Gaulle? On pourrait débattre là, vous voyez, si vous voulez me brancher musique, là on pourrait débattre. Oui, Ça se fera. Regarde. D'ailleurs, si à la fin vous voulez faire une petite playlist pour partager avec Nous ferons ça à la fin. Nous ferons ça à la fin. Mais hard rock, très clairement. Napoléon ou De Gaulle? Ah, De Gaulle. De Gaulle. Oui, je m'attendais quand même. Quand même, Attention, hein. le code civil, tout ça. La Les démo- chapeaux, Un petit chapeau, la main sur le ventre, le beau cheval. la conquête de l'Europe. Puis vous me dites de Gaulle, comment? Je rappelle que ça fait Fast and Furious. Game of Thrones ou House of Cards? Ah, oulala, Game. Chirac ou Sarkozy? Chirac. AC/DC ou Mike Sam? Peu importe. Fillon ou Vauquiez? Ou Vauquier, c'est Vauquier. ça? Vauquier. Ah, Fillon. Charles ou Yvonne? Yvonne. Allons-y. Après Thérèse, Yvonne. Charles Aznavour ou Barbara? Charles Aznavour, oui, mais bon, enfin, je suis obligé de répondre, hein, c'est ça, voilà. Non. Article 89 ou article 11? Maintien de l'ordre, article 89 toujours. Bernard ou Jean-Claude? Très bonne question, très bonne question. Bernard. Insoumis ou marcheur? Insoumis. Oral d'IP ou oral de droit comparé? Ah, vous avez des souvenirs douloureux, c'est ça? Non, oral de droit comparé. Ou entretien d'entrée à Sciences Po. Hein. Ah, voilà, ça Ah, ça, Ça, c'est je pense que le- c'est votre gros kiff quand même. c'est... Ouais, j'aime bien. Terrorisé. Non, pas terrorisé, très exigeant. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou principes particulièrement nécessaires en notre temps? Principe particulièrement nécessaire à notre temps, bien sûr. Président du Conseil constitutionnel ou président de la République? Au président du Conseil constitutionnel de très loin. François de Rugy ou Gérard Larcher? Ah, Gérard Larcher pour la longévité et le sens politique, oui. Ouais, l'humour, sûrement. Je sais pas, mais. La bouille. Israël ou Israël? Ah, D'un point de vue juridique. c'est Israël, bien sûr. Oui. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Groupe de 13h15 ou lundi 8h? Ou de 15h30. Ah, Ouais, oui. on existe aussi, hein. Donc en fait, concrètement, le lundi ou le mardi, c'est ça? Ouais. Oui, globalement. Alors certainement pas Les pour gens les font étudiants. des Non, choses. certainement pas pour les étudiants parce que tout se passe très bien. Mais le mardi, parce que l'horaire du lundi matin est quand même assez rude pour les étudiants. Pas pour moi, mais pour les étudiants. Ouais. Allez-y. Thérèse ou Jessie? Ah, Thérèse. bah Jessie obligatoirement. C'est la réalité que ça pique souvent apparemment. Hein, donc, Bien sûr. Hugh Hefner ou Werner Hoffner? Fais à son âme, il doit être avec. Celle-là, je l'attendais. Eh bien, je ne sais pas lequel des deux a la vie la plus dissolue, donc je vais voter pour moi-même, éventuellement. Voilà. Ah. C'est beau. Souhaite le même destin C'est et beau. la même longévité. Non, surtout. je ne me souhaite pas le même destin. Bah alors, la même longévité, au moins. Voilà, bon, je sais pas. Je sais pas, c'est des vies La même complètes. fortune, peut-être? Oh non, même pas, je suis. Non. La même je suis luxure, pas- peut-être. Peut-être les mêmes femmes, parce que Thérèse, ça suffit, quoi. Ça va diminuer. Non, pas. En fait, voyez, vous dressez ici Sciences polémiques, ici, attention, c'est un portrait de moi qui est peu conforme à la réalité. Mais justement, mais quel est le vrai portrait de vous? Bah, Dites-nous donc. je- 3 adjectifs pour vous décrire, Bah, monsieur très bien, Hoffner. voilà. 3 adjectifs pour me décrire. Sans adjectif de droit. C'est sans adjectif de droit, très bien. Bonne question. Passionné, rigide,
bravo, je sais vous l'attendez, etc. Rigide, et comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, épris de liberté, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un objectif. Voilà. Donc vous nous dites que vous êtes à la fois un insoumis mais un libertarien, et en même temps vous nous dites que vous préférez Michel Houellebecq et Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que vous êtes un vrai insoumis ou vous êtes un insoumis de circonstance? Alors déjà, ici je réponds à votre Fast and Curious en fonction des choix qui me sont proposés, donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà déterminants. Vous n'arriverez pas, mesdames et messieurs, en fait, à me cataloguer ici. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais fait mystère des valeurs bien que je privilégie, et ces valeurs-là sont des valeurs d'humanisme et d'égalité avant tout, et c'est-à-dire que j'ai la devise républicaine, liberté, égalité et surtout fraternité. C'est beau. Voilà, donc au fond du cœur, chers amis. Donc effectivement, ça ne m'empêche pas de faire des allers-retours ici entre Houellebecq et Mélenchon ou pas, ou d'ailleurs, ou d'être critique à l'égard de Macron ou pas d'ailleurs. Ici, je n'ai pas de chapelle fixe. C'est-à-dire que si en sciences politiques vous voulez précisément savoir où va mon vote, vous ne pourrez pas le savoir dans la mesure où je ne le sais même pas moi-même, et que donc ça sera moins de la circonstance plutôt que on va dire que l'agrégation des forces politiques autour de ces valeurs que j'estime supérieures. Vous êtes un esprit libre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un citoyen dangereux pour la démocratie? Parce que tous les jours, à chaque fois qu'on a un cours avec vous, on sort, on est énervé, on a juste envie de faire des QPC, et on a envie de justement d'être aussi passionné que vous et de vraiment demander nos droits. Moi, un coup d'État. Ou un petit coup d'État. Un petit coup d'État, c'est mon côté. Alors, chichi, hein. Non, parce que déjà, pour la simple chose, c'est que voilà, je ne suis pas, alors je ne suis pas un révolutionnaire pur jus, je suis au mieux un révolutionnaire de salon. Donc c'est-à-dire que dans l'université française, il est très facile de prendre des positions, etc., et qu'en fait, la réalité de ces positions doit se matérialiser dans des actes de la vie de tous les jours. Voilà, moi je pense que c'est à ça que sert l'université, et que donc fondamentalement, je ne suis pas un citoyen dangereux pour la démocratie. Je ne vois pas ce que ça pourrait correspondre, mais en tout cas, je souhaite en former. Voilà, c'est un terme qui revient souvent. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est certainement pas que l'étudiant inscrit dans mes cours apprenne, recrache le cours parce qu'il a dû l'apprendre la veille pour le lendemain et qu'il n'en reste plus rien. C'est que ça m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, ça n'intéresse globalement pas les enseignants à Sciences Po d'enseigner de cette façon-là. Mais il y en a un certain nombre ailleurs, dans d'autres maisons, qui le font. Et donc si j'ai réussi à faire réfléchir éventuellement les étudiants et à leur montrer le caractère concret et opératoire du droit, alors là oui, peut-être que j'aurais ici atteint ma mission. Charles de Gaulle, vous regardez avec beaucoup d'attention. Mais moi aussi, je l'aime, Charles. C'est très très beau, cette moustache chimique, vous ne le voyez pas malheureusement. Entre Thérèse, Charles de Gaulle... Oui, on va s'arrêter. Je crois que je vais finalement la garder et la mettre au-dessus de mon lit. Enfin bon, on va s'arrêter là. Bien évidemment, oui. J'avais une question toute simple. Vous nous dites que vous ne voulez pas que les étudiants ne fassent que recracher, tandis que vos oraux sont sous cette forme un petit peu, puisque vous êtes parfois limite compulsif envers les étudiants. Donc si les étudiants étaient plus timides que certains, c'est bien évidemment plus compliqué pour eux que de restaurer les connaissances qu'ils ont par ailleurs. C'est juste que parfois le cadre fait que c'est plus stressant, donc moins simple à... Vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi pour ça que les modalités d'évaluation qui vous sont proposées notamment valorisent un certain nombre de compétences. Et que par exemple le petit oral de connaissances, effectivement, comme son nom l'indique, il vise à savoir si l'étudiant maîtrise des connaissances. Et je brusque, c'est vrai d'ailleurs, j'en profite de cette tribune pour expliquer mon mode de fonctionnement, parce que ça sera l'occasion de le dire. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut intriguer, énerver, faire jaser d'ailleurs, mais c'est que on doit être exigeant avec les étudiants. C'est-à-dire qu'on doit être exigeant, et il faut bien mieux pour un étudiant qu'il se trouve à passer sur le grill avec moi pendant 10 minutes ou 5 minutes, mais il ne risque rien, plutôt que d'avoir plutôt que d'avoir ce premier contact le jour où ça comptera beaucoup en concours administratif, en situation professionnelle. Et donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai cette réputation-là qui me colle à la peau. Qui est vrai d'ailleurs. Mais qui est tout à fait vrai, mais d'ailleurs qui est revendiqué, parce que d'ailleurs, comme vous l'avez vu, je ne ferai jamais... avec moi, tout est annoncé, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'interrogation surprise, rien du tout, je déteste ça, je veux que tout soit annoncé. Un cadre totalitaire, si vous préférez, c'est ça, démocrate mais totalitaire, c'est ça, vous êtes plein de contradictions, monsieur Hoffner. Voilà. Et donc oui, l'oral de connaissances, quelques mots sur sa forme, il a pour but de déstabiliser, clairement. Il est fait pour ça, mais je rassure d'ailleurs tous les étudiants et nos auditeurs, c'est que les notes sont bonnes.
C'est que même si vous avez l'impression Vous d'être entendez passé au travers, c'est que les notes sont bonnes. Et je suis d'ailleurs très fier de la promotion. Je peux même vous donner une petit élément exclusif qui m'attirera les jalousies des promotions précédentes. Je Allons-y. suis très satisfait du travail de la promotion de deuxième année. Voilà. Avant les galops. Avant les galops. On se met d'accord. Alors, espérons que ça change Pour le pas. moment, voilà, c'est que voilà. Bon, après pour les galops, effectivement, si vous appliquez ce que je vous ai demandé de faire, eh bien, ça se passera très bien. Voilà, chers amis. Vous nous donnez souvent, vous précisez que vous aimeriez qu'on soit préparé pour les concours administratifs. Oui. Est-ce que ça vous est déjà passé à l'esprit de passer les concours administratifs? Oui. Est-ce que vous comptez le faire à un moment ou à un autre? Écoutez, alors déjà des concours administratifs, j'en ai déjà passé parce que quand à la fin de ma 5e année à la faculté, j'ai décidé de m'inscrire en thèse. J'ai passé un concours interne à la faculté de droit de Nice, mais qui est un concours administratif au sens strict du terme, pour obtenir un financement de thèse. Donc en fait, j'ai déjà passé ce type de concours administratif, même s'il était d'un genre particulier. Après, moi je me suis présenté à un certain nombre de concours, mais toujours dans le but de l'expérience, pas pour les avoir, d'ailleurs je ne les ai absolument pas eus, hein, mais plus dans le but de l'expérience, c'est quelque Vous chose... pouvez en citer quelques-uns par exemple? Attaché territorial notamment, un certain nombre de reprises, voilà. Après, cadre dans n'importe quelle administration, tout ce qui passait par la main au final et qui me permettait de me confronter en fait à cette réalité, parce que c'est quelque chose, les étudiants n'y pensent pas, c'est que c'est quand même, ça fait partie du rite d'apprentissage, de se retrouver dans un hangar à Marseille avec 1200 candidats. Où il fait froid, il faut composer dans des temps restreints, et ça, aucune prépa ne vous y prépare en fait. Certains étudiants l'ont fait par contre pour le concours de Sciences Po. Bien sûr. À voilà. Villepinte, monter Bien dans sûr. un hangar. Voilà, mais c'est que si on n'est pas préparé en tout cas à ça, voilà, c'est que ça peut être effectivement un élément de déstabilisation. Voilà. Donc voilà, après, oui, non, les concours administratifs, je veux que, petite astuce pédagogique, c'est qu'en plus, c'est vrai, mais c'est que si j'arrive à vous apporter la preuve par A plus B que le cours se suffit à lui-même et que d'ici quelques années, vous pourrez l'utiliser tel quel pour des concours administratifs, ça dresse une ligne temporelle qui vous invite, voyez, à être investi dans le cours. Voilà. Très bien. Simplement. Bon, et bien nous allons passer à une autre rubrique un peu plus légère qui s'appelle Question pour un champignon. Ah, c'est très bien. J'ai trouvé le Ah, titre. si, voilà, ça doit être toi. Voilà, j'aime les cèpes, donc j'ai voulu le dire. C'est tout à fait logique. Très bien, tout à fait logique. C'est la saison des champignons de Paris en plus. donc Eh ben c'est voilà, parfaitement tout est bien. lié. Nous sommes une association humoristique. Allons-y. Oui, reconnu d'utilité publique. Reconnu d'utilité publique. Tout à l'heure, vous vouliez nous dissoudre, et puis là, vous nous dites, c'est formidable, j'adore. On reste dans les ordonnances. Je scie entre totalitarisme et démocratie, comme chacun le sait, voilà. Comme tout le monde. Allez, très bien. Cette rubrique va questionner votre expertise qui nous apparaît comme totale en droit. Ouh là là. À vous de nous dire si ces lois sont véridiques ou si elles ne relèvent que de notre esprit résolument perché. Aïe aïe aïe. Peut-être un peu des champignons, hein. Peut-être à cause des champignons hallucinogènes que nous pouvons trouver dans la rue Longue. Enfin bref. En Angleterre, il est autorisé pour une femme de travailler les seins nus si elle est employée dans un magasin de vente de poissons. Vrai ou faux? Eh bien, je n'en ai absolument aucune idée, mais a priori, on pourrait estimer que le fait de se travailler seins nus, eh bien, serait une expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. J'aurais tendance à dire que non, mais que ça se plaide. Voilà. Eh bien, c'est vrai. Ensuite. C'est pas des poissons exotiques? Non, ça dépend en fait, apparemment. Ça est soumis à débat, soumis à interprétation. Soumis à débat, très bien. En Ouganda, Oui. il est possible d'épouser son enfant s'il le demande par écrit et le dépose à la préfecture. Oh, ben ça Très rapidement. ça ne me surprendrait pas, oui. Non, c'est faux. Ah, bah, très bien. L'Ouganda que je connais bien, c'est complètement faux. Il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine en Californie. Vrai ou faux? Mes compétences en droit comparé sont désormais vraiment trop limitées, etc. Sauf si tu... Bon, bah, a priori, pourquoi pas? C'est Pourquoi bon. pas? Eh bien, c'est vrai, Pourquoi c'est pas. vrai, bien vu. Bravo. Le président de la... Champignon. Merci, on va arrêter vos champignons. Vos champignons sont ma Thérèse. Le président de la République seulement peut autoriser le mariage entre un oncle et sa nièce et bientôt son neveu. Enfin, du coup, maintenant entre son neveu et son oncle, grâce au mariage pour tous. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, il y a des règles de droit de la famille, effectivement, parce qu'on a un régime d'incompatibilité qui interdit à certains membres de la famille de se marier. C'est pour ça que d'ailleurs, je le dis, vous ne pouvez jamais même épouser votre ancienne belle-mère, notamment, ça vous le savez. Eh bien, le président de la République, alors je ne sais plus si c'est à ce degré de parenté ou pas, ou d'ailleurs j'ai oublié parce que ça remonte à 2003, mais
cours de droit de la famille, c'était le procureur de la République, donc à voir. Mais oui, il y a un régime d'autorégulation. Effectivement, c'est l'article 164 du Code civil. Ah, vous connaissez Arthur et pas moi, très bien. En Suède, parce que c'est pas comme s'il était écrit en face de moi, en Suède, la prostitution est légale, mais le fait d'y recourir est illégal. Est-ce que c'est vrai? Ça m'étonnerait pas qu'on ait tiré justement la réflexion française, notamment sur la pénalisation des clients de certains exemples scandinaves. J'aurais tendance à dire que C'est vrai, effectivement, bien vu. À nos amis des bêtes, dont on salue Paul, au Liban, un homme peut avoir des rapports sexuels avec un animal à condition qu'il s'agisse d'une femelle. Est-ce vrai ou faux? Ah, je n'en ai absolument aucune idée, mais je serais très heureux de détailler le régime juridique de la zoophilie en France. À la fin, ou peut-être dans un cours complètement dédié à ça. Enfin bon, donc c'est vrai. Enfin, finalement, tout étudiant Sciences Po aime nécessairement, obligatoirement son Jagerbomb et son professeur de droit comparé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui. C'est rien, mais j'attends de voir. Alors, je vous déconseille le Jagerbomb ici parce que la Red Bull c'est très mauvais, d'accord, hein. Donc le Jager se boit seul, d'accord, hein. Voilà, et puis pour ce qui est de l'appréciation du cours, je n'en sais rien, j'attends vos appréciations en fin de semestre, chers amis. Vous les lisez? Je les lis avec grande impatience et grand intérêt, et pas uniquement d'ailleurs les concerts éventuellement de louanges éventuels, mais parce que les critiques permettent de toujours réorienter le cours et de m'assurer qu'il reste au plus proche des intérêts. Donc vous l'adaptez d'une année à l'autre? Ah, toujours. D'ailleurs, le cours n'est jamais le même d'une année sur une autre. Je change toujours la part à garder à certaines questions, etc. Je peux pas dispenser le même cours d'une année sur l'autre. Voilà. D'accord. Très bien, on passe à l'autre rubrique peut-être? Oui. Eh bien, lancement, on y va? Lançons. Ouais, très bien. Les questions d'étudiants, absolument. Très bien. Voilà, on a une première. Il faut, en fait, ce sont des étudiants qui nous ont envoyé des questions, des remarques d'ailleurs, que vous devez commenter, voilà, ou Alors, enrichir, parce que parfois ça. Pour détendre l'atmosphère, je pense que je vais commencer par déclamer le beau poème. Ah voilà. Nous avons un poète ou une poète dans la promo, poétesse, si vous y a débat, encore une fois, un poème écrit, voilà, par un individu, c'est neutre, qui a un talent fou et qui vous a fait un poème et qui. Rimbaud doit se retourner dans sa tombe. Moi aussi d'ailleurs, par anticipation. Allez-y. Allons-y. Alors. Avec le cœur. Avec le cœur et l'âme. Et Thérèse. Enfin, bon. Une chevelure blonde au devant de la classe. Ah, ça, je sens que, bien évidemment, oui. Dès 8h du mat, au réveil, vous me fouettez. Très bien. Dès lors, je sais qu'il n'y a pas pire menace que de ne pas connaître ces articles que vous citez. Mais sachez bien une chose, mon cher monsieur Hoffner. Sachez qu'au fond de moi, je n'ai aucune peur, mais bien un puissant amour latent et profond pour vous, votre chemise et votre constitution. À cet effet, je compte ériger une loi entre vous et moi, deux amants sujets de droit, pour s'assurer que le contrat de mariage ne soit pas bloqué pour une simple raison d'âge. Car oui, si j'ose cette périlleuse comparaison, de ma hiérarchie des normes, vous êtes au sommet. Et je sais que nul besoin de coercition lorsque mon unique norme est de vous aimer. Un admirateur ou une admiratrice du lundi matin, donc ce n'est aucun de nous trois. Désolé de vous décevoir. Quel talent transmettez ici à madame ou à monsieur, mes félicitations et compagnie. Voilà. Peut-être votre numéro si vous voulez, après ça on verra ça. Au Brumel en général, il faut aller. Tout à fait contraire aux règles déontologiques en vigueur dans cet établissement. Les règles sont faites pour trans. Oui, les règles sont faites pour les. Merci. Enfin bon, bref. Eh bien, continuons. Des questions. Les questions. Eh bien, bravo, oui. Ok, je commence. Coucou, la gare c'est pas bien, le centre c'est mieux. Une réaction à chaud. Alors, la guerre c'est pas bien, et qu'est-ce qui est mieux? Le centre c'est mieux. Le centre c'est mieux. La guerre c'est pas bien. Très rapidement. Le centre c'est mieux. Oui, bon, pourquoi pas? Pourquoi C'est une réponse, je trouve, à l'image de la question. Exactement. Pourquoi pas? Allez-y. Je vous en prie. Où j'y vais, derrière ce sourire ambitieux et ce regard de confiance, il doit bien y avoir une fille qui vous fait tourner la tête. Révélez-nous quelque chose sans recourir à la loi sur la vie privée, s'il vous plaît. Vous pouvez dire next. Article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Désolée, chère auditrice ou auditeur. Oh, auditeur d'ailleurs. Peut-on faire du droit et être de gauche? La preuve. Bien sûr. La preuve. Oui, bien sûr, tout à fait possible, c'est même conseillé.
Donc un droit à la soute, là, le fantasme Harvey Specter, vous en pensez quoi? J'en pense. Fantasme académique, j'entends. J'en pense que déjà, pour essayer de faire une réponse un peu plus construite, je suis désolé, je sais que c'est peut-être pas nécessairement ce que vous attendez, mais ouais, moi je pense que sociologiquement, les facultés de droit sont un milieu qui est très intéressant à observer de l'intérieur et de l'extérieur, quand on est, comme moi, fils de deux enseignants de province, et que donc on est déjà sociologiquement plus incliné à la critique sociale, on va dire ça comme ça. C'est très intéressant. Moi, quand je suis arrivé en première année à la fac de droit avec, tenez, vous voulez des infos, avec mes t-shirts Metallica, mes cheveux longs... des dreads peut-être? Non, pas de dreads. Quand même pas. Pas autant de gauche quand même. Quand même pas, ça, c'est pas... Voilà. Je dénotais suffisamment dans le paysage pour savoir justement que j'avais fait le bon choix, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, dernière question, puis on passera à la rubrique suivante parce que le temps file. Comptez. Donc, Samedi lorsque soir. vous êtes Samedi soir. samedi soir, Ouais. série, relecture de l'article 54 de la Constitution Oui. ou grosse soirée sur de la techno berlinoise. Alors, pas de techno berlinoise, parce que la minimale, j'aime pas trop ça. Voilà. Je n'ai pas la minimale. Oui, non, mais je sais bien, mais bon, c'est voilà. Par contre, non, grosse soirée, ouais, à écouter beaucoup de disques. D'ailleurs, il y a un réflexe très salutaire que je conseille, ça a bien fonctionné pour moi. C'est qu'en moyenne, je me force à écouter chaque jour 5 albums que je ne connais pas, merci Spotify. Tous les jours. Tout le temps, dès que je peux en fait, parce que j'ai tout le temps de la musique dans les oreilles quand je travaille, c'est voilà, et que donc c'est aussi un bon moyen pour moi de détendre ça, donc voilà. Bah alors, Donc, effectivement, on met en un peu bah, plus voilà. écoutez votre playlist que vous Mais communiquez à la vraiment, fin de l'émission, ce serait ça là-dessus, vraiment- comme je le disais, c'est que si vous voulez vraiment des éléments plutôt de lien, enfin de lien social vis-à-vis de ma personne, c'est sur la musique qui est une passion absolue en fait. Vous en jouez ? C'est mal, en fait, j'ai fait un peu de guitare, mais j'ai le malheur d'avoir deux petits frères, dont un qui est extrêmement doué, l'autre est aussi à un niveau apocalyptique, et que donc, bien évidemment, ici ils sont bien meilleurs que moi, et donc nécessairement, voilà, je n'en joue plus, enfin j'en joue pour mon plaisir personnel, mais voilà, en tant que pur amateur, mais par contre j'en écoute énormément. Voilà. Très bien. Bon, et bien nous passons à l'avant-dernière rubrique. S'il ne devait en rester qu'un. Très bien. Philosophe. Nietzsche. Quel Morceau- livre ? Excusez-moi. Hein? Quel livre de Nietzsche ? Oh, peu importe. Tous. Très bien. Tous. Morceau de musique. S'il ne devait en rester qu'un, Oui. Master of Puppets de Metallica. Un groupe de musique. Oui, un groupe de musique. Qu'un seul. Qu'un seul. Ok, Metallica. Un moment dans votre vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que professionnel, vous mettez les diplômes académiques derrière aussi, ou c'est Oui, Nous pouvons. oui. C'est, voilà. On est Non, ouvert. alors un moment, alors regardez, non, je réponds de deux façons. Un moment académique, je pense que ça serait l'obtention du diplôme de l'académie, parce que c'est vraiment quelque chose qui, comme je le dis, le petit gars de Sospel pour moi était vraiment quelque chose de très bien. Grosse soirée. Et ouais, une soirée, énorme soirée à Amsterdam, hein, donc. Ah bah dis donc. Pas que le champagne. Carte rouge. Article Tout ça. 9 du Code civil. Le meilleur moment, la meilleure expérience professionnelle que j'ai pu avoir, c'est en Tanzanie, notamment quand je suis allé enseigner là-bas. J'ai vu ça sur votre Et LinkedIn. oui, T'as donc, Oui, sur votre fait des Tinder. stockés. Et donc, voilà. Et donc non, ça reste une expérience absolument magnifique. Voilà, tout à fait. Un président de la République. Celui qui est parmi nous. Sur la base de quels critères, s'il ne devait en rester qu'un? Oui, ça. de la 5e, de la 4e. La troisième, soyons. Bah écoutez, s'il n'en restait qu'un, ça serait le général de Gaulle. Ah, quelle originalité. Bah non, aucune, mais bon, c'est-à-dire que après c'était la chienlit, comme on dit. C'est un mot que vous utilisez beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup, Vous effectivement. aimez bien la chandelle, tout ça. Mais 68, ce n'est pas votre tasse de thé. Ça peut l'être, ah si, C'est ça vrai peut l'être, ça peut l'être. Les bourgeois qui sont dans la rue, non ça vous... Oui, bien sûr. Oui, oui. sur un petit fond de Metallica, ça peut être. Oui, sur En fumant des pétards, enfin bon, À Amsterdam. comme à Sospel ou autre Bien chose. sûr. Ensuite, ouais. Une citation. Ah, très belle citation. J'ai eu un certain nombre de rencontres
qui ont forgé ma détermination à faire ce métier. J'ai eu un grand avantage par rapport à beaucoup de personnes, c'est que j'ai su très tôt que je voulais exercer ce métier et que j'avais été saisi par sa passion absolue. Et ça, je l'ai su dès la 6e, parce que j'ai eu un enseignant qui a été pour moi une rencontre absolument déterminante, qui s'appelait Paul-Édouard Ninck, qui était ce type de prof à l'ancienne, qui faisait des jeux de rôle pour intéresser les étudiants, qui haussait la voix pour leur faire peur, qui les amenait à travailler, et qui envoyait paître le ministère de l'Éducation nationale en leur disant qu'ils n'appliqueraient pas leur programme et qu'il allait faire lire Quo Vadis en latin à ses étudiants. Et ce que j'ai su avec certitude, c'est que ce prof-là ne discriminait pas en fonction de l'accès à la culture, et que tous mes camarades de classe qui sont sortis de ces 4 années avec lui à la 3e savent aujourd'hui lire, écrire, sont des gens construits intellectuellement, et que nous lui devons toutes et tous quelque chose. Il s'appelait Paul-Édouard Ninck, et il avait une citation, c'est « Qui fait ce qu'il peut, fait ce qu'il doit ». Il était ici cette exigence absolue qui était de dire qu'on n'attend pas des gens qu'ils se défoncent, on n'attend pas des gens qui ne soient pas eux-mêmes, on attend simplement d'eux qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux. Et c'est une situation qui m'a marqué à vie. Est-ce qu'on pourrait comparer votre relation avec votre maître avec Monsieur Germain, qui était le fameux professeur d'Albert Camus lorsqu'il était à Alger, moi... ou même à Peggy avec sa relation avec son professeur en 6e, parce que finalement c'est exactement la même chose. Non, mais peut-être, mais ce que je sais, c'est que ce sont les maîtres, avec un M majuscule, de l'éducation nationale, puis de l'enseignement supérieur, qui m'ont construit et qui m'ont sauvé. Voilà, je sais que ce sont des gens en fait auxquels je dois absolument tout, et je sais la reconnaissance ici que je leur dois. Voilà, c'est quelque chose. Je suis assez attaché à ça, c'est-à-dire que moi vous le voyez bien, je pense, c'est que moi quand je sors d'une séance, j'ai eu mon shoot quoi. Donc c'est-à-dire que je me sens bien, vous voyez, et que donc moi je n'aspire qu'à une seule chose, c'est que peut-être un jour, que ce soit dans 10 ou 15 ans, je recroise l'un ou l'une de mes anciens étudiants et qui me disent que justement peut-être qu'à un moment donné, un mardi soir, il y a eu un déclic et que ça a aidé aussi à prendre une décision de vie. C'est la récompense suprême de l'enseignant. Un déclic comme cette fois vous êtes rentré dans un amphi par hasard, cette belle histoire. Exactement. Vous l'avez revu ce professeur ? Bien sûr, j'ai travaillé sous sa direction pendant des années, Louis Balmont notamment, grand professeur de droit international à Nice, qui est en train de terminer sa carrière à Toulon, et qui est pour moi la personne qui m'a initié au droit international, et comme je l'ai dit, je n'ai plus jamais cessé d'en faire. Voilà. Beau. Donc voilà, c'est pour vos auditeurs, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je suis assez, on va dire ça, assez insensible à la marche du monde, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je vais faire des fixettes, je vais avoir, je vais m'intéresser à tel ou tel courant musical, je vais écouter du hard rock à longueur de journée, un volume déraisonnable, voilà, avec ma petite chemise Célio, etc., ma petite coupe de garçon sage, etc., ce qui constituera, voilà, un jardin secret très important pour moi, voilà. De la même façon, je vais creuser tel ou tel aspect du droit international, parce que ça m'intéresse sincèrement. Très bien. Donc je ne fonctionne qu'à la passion, comme ça. Voilà. Je vous remercie et on continue avec un regret. Très rapidement. Oh, un regret très rapide. Oh, il y en a beaucoup trop. Un regret. Qui respecte l'article 9. Oui, un regret qui respecte l'article 9. Je sais pas. Quel regret. C'est une excellente question. Si ça me revient, je vous le dirai. Très bien. Alors peut-être un espoir. Oui. Un espoir, écoutez, un espoir, j'en ai assez peu. Je suis un nihiliste. Écoutez, un espoir. Qu'en sortant de mes cours à l'IEP de Menton, la majeure partie des étudiants ne se soient pas ennuyés. Voilà, c'est certain. C'est beau, c'est professionnel, c'est d'une profondeur. Mais ça, c'est quelque beau. chose. Mais je sais peut-être que vos auditeurs seront peut-être déçus sur ça. Mais c'est qu'il n'y a pas de séparation pour moi très claire en fait entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est-à-dire que faut bien comprendre une chose. C'est ce qu'on avait compris, je crois. Ce qu'il faut comprendre. Mais ce qui est un choix aussi, alors qu'on peut qualifier de déraisonnable d'ailleurs. Mais
mais je conçois ma profession comme étant un engagement total. Et que donc, du coup, effectivement, pour moi, faut bien comprendre une chose, c'est que quand je suis en cours et en amphi, je suis toujours impatient d'y aller, toujours très heureux d'ailleurs d'y aller. Et que donc, du coup, ce n'est jamais une contrainte d'enseigner, où que ce soit, quel que soit le public, sélectionné, pas sélectionné, d'ailleurs, Sciences Po ou pas Sciences Po, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Enfin, j'exerce quand même le plus beau métier du monde. C'est beau. C'est peut-être pas le plus vieux, mais le plus beau, en tout cas. Non, c'est pas le plus. Voilà. C'est mis à débat. Enfin bon, dernière rubrique. Là, on va essayer d'être encore un peu plus sérieux que ce que on vient de faire. Ça va porter sur des questions d'actualité. Oui. Donc on va commencer par une question très simple par rapport à la situation au Kurdistan ou en Catalogne. Vous qui êtes corse, mais on va essayer d'être très rapide parce que ça fait tout de même déjà 50 minutes. Vous qui êtes corse, c'est pas du tout de votre faute, merci. Vous qui êtes corse, seriez-vous favorable à une indépendance corse? Rapidement. Je vais vous répondre très simplement non. Pour la simple et bonne raison qu'on voit fleurir un certain nombre d'interprétations juridiques selon laquelle le droit international autorise ceci, interdit cela. Et si vous pouviez peut-être, à la lumière des événements au Kurdistan, en Catalogne, moi c'est très fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Justement, moi, qu'est-ce qu'un peuple? Ce que je vais vous dire ici est très simple, c'est la doxa française. Ce que dit le droit international peut être synthétisé de la façon suivante, d'accord? C'est la position du Quai d'Orsay, c'est la position française. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs ici qui sont intéressés par ces questions. Il y a une personne à lire en France, c'est le professeur Théodore Christakis, qui est le directeur du Centre de droit international de l'Université de Grenoble. Il a fait sa thèse, c'est la thèse de référence en termes européens sur la question. Et concrètement, ce que dit le droit international sur la question, c'est simple. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit bien évidemment fondamental, mais sa mise en œuvre dépend de si vous êtes en situation de colonisation ou en dehors des cas de colonisation. Or, pour la Catalogne et pour le Kurdistan, on n'est pas dans une situation juridique de colonisation. Ce qui veut dire que ce second cas-là est très complexe à résoudre. La doxa du droit international est la suivante. Le droit international, il n'autorise pas la sécession unilatérale. Mais soyons très clairs, il ne l'interdit pas non plus. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce qui fait, c'est que c'est une tension entre les faits et le droit. Et comment est-ce qu'on va résoudre cette question-là? C'est que si les autorités de Catalogne et du Kurdistan arrivent à matériellement construire un État, c'est-à-dire à établir un ordre territorial, une population, un gouvernement, un ordre constitutionnel qui soit séparé et vraiment pérenne, alors il se pourrait qu'à terme, éventuellement, cette entité-là puisse accéder à la qualité d'État. Voilà. Question passionnante, d'ailleurs, je pense, sur la question. Vous, je peux me permettre? Allez-y, pardon. Alors, vous avez probablement entendu parler de l'affaire de la petite fille de 11 ans et du coupable présumé qui n'a pas été... il n'y a pas de coupable présumé ici, il n'y a que des gens qui sont présumés innocents, même les plus présumés innocents alors. Donc, est-ce que... on rappelle qu'il n'a pas été accusé de viol puisqu'il n'y a pas eu le rapport n'avait pas été forcé physiquement. Est-ce que le droit est juste? Est-ce que le droit doit être soumis à la morale de son temps? Est-ce que le droit doit évoluer? Excellente question. Je vais vous faire une réponse insatisfaisante qui mettra peut-être mal à l'aise celles et ceux qui nous écouteront, peut-être celles qui nous écouteront. Je vais vous faire une réponse de juriste, d'accord? Après, je vous ferai une réponse d'apprenti philosophe. Très rapidement, ce que l'apprenti philosophe pense ici, c'est que la vérité judiciaire n'est jamais la vérité de l'ère du temps. Et que donc, il faut toujours avoir beaucoup de recul sur la règle de droit. Qu'une règle de droit efficace est une règle qui valorise à la fois les intérêts de la modernité, mais qui n'abdique pas les valeurs, notamment et les traditions. Et donc ça, c'est ce que je pense ici en tant que citoyen. Maintenant, en tant que juriste, je vous dirais une chose, c'est que je crois dur comme fer au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Et c'est-à-dire que je fais partie de ces individus qui sont prêts à accepter une qualification qui apparaît décevante, qui apparaît outrageante, qui apparaît scandaleuse, etc. Mais que je ne suis pas prêt à accepter ici que n'importe quelle personne soit privée de sa liberté sur la base d'un texte qui est trop imprécis, qui n'a pas été appliqué strictement par les magistrats. Voilà ce que je pense ici. Et donc là-dessus, j'ai une position qui est extrêmement dure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur à l'ex, c'est de l'ex. Mais attention, ici c'est le juriste qui parle, c'est pas le citoyen qui peut bien sûr être philosophiquement en désaccord, et je me garderai de préciser quand même une chose, et vous verrez ce que vous en faites au montage, mais je préférerais que ça soit quand même conservé, c'est que bien évidemment je ne me prononce pas sur le cas individuel de cette petite femme, que je ne connais absolument pas, pour la simple raison que je ne peux pas me prononcer sur un dossier qui n'est pas eu entre deux mains. Très bien. Voilà, tout simplement.
Vous semblez très critique envers l'Union européenne, notamment le CETA, qui ne comporte pas d'articles jugés contraires à la Constitution. Oui. Êtes-vous un souverainiste dans tous les cas où vous souhaitez ou simplement une réintégration du projet de l'Union européenne? Alors, il faut s'entendre sur le combat politique. Il y a des termes comme ça dans le débat public en France qui ont été progressivement disqualifiés parce que des forces politiques les ont abandonnés, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt électoral à défendre ces positions-là. Et ces thèmes-là ont ensuite été confisqués. Et je pense en premier lieu au terme de souveraineté. Moi, je suis un juriste de droit international et c'est lui qui parle. Toujours, je suis désolé, hein, mais c'est que moi, je crois viscéralement à la souveraineté. Ce n'est pas un gros mot. Je crois aux frontières. Je crois ici aux États. Et je crois bien sûr aux États démocratiques et aux États dans lesquels un très haut niveau de degré de protection des libertés publiques est garanti. Voilà, moi, ce à quoi je crois philosophiquement, c'est ça. Et donc, moi, je crois au projet européen. Ce n'est certainement pas en débat ici, mais je crois surtout ici en une chose, c'est que le projet doit être plus démocratique qu'il ne l'est actuellement. C'est ça, donc vous êtes pour finalement une réforme de l'Union européenne, mais vous n'êtes pas contre l'idée d'un certain fédéralisme au sein entre les pays européens. En fait, tout dépend de ce que l'on entend par fédéralisme, Bien parce sûr. que, comme je me suis évertué à le démontrer dans les conférences de méthode, il est faux de dire que l'Union européenne peut agir quand elle le souhaite. La compétence de principe appartient aux États, c'est le traité qui le dit. Et que donc, vous voyez, moi, le respect strict des compétences me convient très bien. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis tout à fait prêt à accepter que la France puisse transférer tout ou partie de certaines de ses compétences à l'Union, parce que l'Union serait plus légitime pour créer l'Union, et parce que moi, enfin, attention, enfin, regardez qui parle aussi, toujours savoir qui parle ici. Bon, je veux dire, je me mets bien volontiers dans la peau de ces anarchistes de salon, je suis concrètement du bon côté de la mondialisation. Complètement. Savoir qui parle, voilà. Et donc, moi, la liberté de circulation, j'en bénéficie tout le temps, je me déplace très souvent, j'ai la chance de pouvoir me déplacer très souvent, et je la mesure. Mais je la mesure uniquement parce que je sais d'où je viens. Vous voyez, et que donc dans ce cadre-là, moi j'ai toujours le souci, j'espère, de la justesse auprès des gens, et de ceux, et j'en connais beaucoup, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi, et qui ont un horizon qui est bloqué à 50 km autour de leur lieu de résidence, et qui est souvent d'ailleurs le lieu de leur naissance. Et donc moi je suis attaché à cette idée-là, c'est-à-dire que le projet européen parle à ces gens-là, qu'il soit expliqué, qu'il soit discuté, critiqué aussi, parce qu'il n'y a pas de construction humaine qui ne mérite pas d'être critiquée. Vous pensez qu'il y a un problème de manque de pédagogie? Oui. Oui, bien sûr. Comment on pourrait y remédier? Très facilement, en rendant obligatoire eh bien, l'enseignement de deux textes, essentiellement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il ne faille pas attendre d'être à Sciences Po entre gens de bonne compagnie pour avoir éventuellement un cours dans lequel on apprend comment, quel est le contenu de la liberté d'expression, quelles sont ses limites, quels sont les contours de la liberté d'association, la liberté de manifestation, est-ce qu'on a le droit de s'opposer aux forces de l'ordre, par exemple, vous voyez, et c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable parce qu'on peut le faire à tous les niveaux, on peut le faire de la maternelle avec de simples jeux fondés sur le respect de l'autre et compagnie, et l'apprentissage concret des libertés, on peut préparer des générations futures, on peut le faire au primaire, on peut le faire au collège, au lycée, à plus forte raison à la faculté, on pourrait en faire une épreuve au baccalauréat. Ce sont de simples modalités techniques, tout ceci est très simple en réalité à faire. Premier texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, second texte, qu'on explique le projet européen aux individus. Avec tant de projets, est-ce qu'on peut un jour espérer ou penser à une carrière politique de M. Werner Hoffmann? Aucune, parce que, pour deux raisons. Parce que déjà, même si je sais que je pourrais faire illusion à une tribune, parce que je sais que je connais les codes oratoires, je ne pourrais pas me regarder dans une glace en mentant effrontément pour rattraper des sondages négatifs. La politique implique. Oui, mais justement, soyez l'homme parfait de la politique. Absolument pas, parce que déjà il n'existe pas, et puis pour deuxième raison aussi, il y a, regardez, le droit. Le droit est... mais Suran, regardez, c'est Suran. 1000 milliards d'étoiles et il faudra encore se lever le matin. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus proche de ce que je pense. C'est le nihilisme le plus absolu. Vous voyez. Et donc il faut des raisons de se lever le matin. Et les raisons de se lever le matin, il y en a une, c'est de savoir aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard, et qui est en totale contradiction d'ailleurs avec le jeune homme très fougueux et passionné que j'étais quand j'avais votre âge.
Et j'ai 32 ans, si on se pose la question. Voilà. Ouais, on se posait la question, d'ailleurs. Ouais, on vous posait la question. Est-ce qu'on peut savoir votre anniversaire? 21 janvier 1985. Et donc, voilà, j'espère que Sciences Po Limique me mettra un petit cadeau. Mais pour tout simplement, regardez, c'est quelque chose que j'ai appris avec de mon jeune âge, c'est qu'il faut se méfier du pouvoir. Et qu'il y a des gens qui ne Vous sont avez peur pas de corrompus? faits... Oui, mais non, pas corrompus, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour exercer des fonctions électives de haut niveau parce qu'elles pourraient être inclinées à prendre goût au pouvoir, pas nécessairement en abuser, et à prendre goût. Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment fait de chemin interne pour ne pas prendre goût au pouvoir. Je m'en méfie comme de la peste. C'est très lucide, Voilà. tout de même. Bah, je ne sais pas si c'est très lucide, mais en tout cas... Bah, tout de même, considérer qu'il faut simplement dépasser son propre intérêt, c'est tout de même lucide, c'est tout de même courageux. Bah Faut pas écoutez, en tout cas, moi, ce nier. que je sais, c'est que la politique est une chose trop importante et trop noble pour qu'elle puisse être affaire de cas particuliers. Voilà ce que je pense, et que donc, voilà, j'ai cette lecture-là qui... D'où votre votre amour du général. Mais c'est pas nécessairement C'est toujours parmi nous. c'est pas nécessairement d'ailleurs mon amour du général, parce que j'aime beaucoup De Gaulle et je lui reproche énormément de choses à la fois. C'est la rencontre d'un homme avec les institutions et avec le peuple, et ça c'est toujours ça, c'est ce genre de moment fondateur dans un peuple qui aime couper la tête de ses rois. C'est toujours intéressant d'avoir ce rapport-là, en tout cas. Et c'est vrai que moi, je suis attaché à ces grandes figures historiques-là, qui sont celles du dépassement et du dépassement de soi dans l'intérêt de la collectivité. Voilà. Vous êtes prof aussi, peut-être. Pardon ? Peut-être pour ça que vous êtes prof et pas dans le privé, par exemple. Je n'ai aucun intérêt à travailler dans le secteur privé, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fonctions attrayantes, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous me demandiez ce pourquoi je serais prêt à mourir au sens strict du terme, c'est important. C'est le service public. Ça, c'est une évidence. C'est le service public au sens vraiment de ce service fourni par l'État qui ne discrimine pas en fonction de l'origine, de la race, de la religion et surtout des conditions économiques et sociales. Et ça, c'est une idée qui est trop belle et que moi j'assimile à la République. Voilà. Et c'est en ce sens-là que si vous voulez j'ai une position qui est assez conservatrice, pour ça que je suis assez attaché aux institutions. Vous voyez, c'est que moi je suis toujours pétri de cette contradiction-là, c'est que je me proclame libre, mais en même temps pas jusqu'à faire la révolution copernicienne qui est celle de la table rase. Vous voyez, ça c'est quelque chose, là-dessus je suis rattrapé par un certain conservatisme de province, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc, le service public, pour moi, c'est ce que la France a légué au monde. Et que donc, voilà, moi je sais très bien une chose, Oui, mais je sais très bien une chose aussi, c'est que les cartes ont été distribuées de telle façon pour moi et une partie des personnes de ma famille que le service public, je lui dois tout. Ouais, c'est que je lui dois absolument tout. Et donc vous lui rendez en étant enseignant? Écoutez, moi j'ai le sentiment en tout cas d'être astreint, oui effectivement, pas une obligation légale, mais une obligation de fidélité en tout cas vis-à-vis des institutions qui m'ont tout donné, qui m'ont construit. C'est-à-dire que, oui bien sûr, alors on peut râler toujours sur le fait que dans l'enseignement supérieur notamment, on ne gagne pas notre vie correctement. Et ça c'est une condition de travail qui est effectivement celle, il faut le comprendre aussi, d'une précarité très importante. Je ne parle pas de l'IEP bien sûr, mais c'est généralisé. Enfin, vous savez, la plupart des enseignants que vous avez devant vous sont des gens qui travaillent avec peu de moyens. Vraiment peu de moyens. Et donc, moi, c'est pas une question financière. Vous voyez, c'est une question de qu'est-ce qui me fait tenir et qu'est-ce qui me fait me lever le matin. Voilà. J'ai plus de plaisir à expliquer la QPC qu'à en rédiger. C'est joli. Bon, on va terminer cette émission sur ces belles paroles. Peut-être une dernière phrase, un conseil à n'importe qui, aux étudiants que vous avez en conférence de méthode. Oui. Une observation terminale. Ou au reste du monde, parce que nous sommes écoutés un peu partout. Un peu partout. Obama. Eh bien, Hey, say hello. Obama. Tu vas casser la Donald, baraque. si tu nous écoutes. Rien n'est jamais acquis. Voilà. Rien n'est jamais acquis. Je suis assez frappé de l'état de léthargie, de servitude volontaire dans laquelle nous nous trouvons toutes et tous. Et rien n'est jamais acquis, en fait. Moi, c'est ce que je dirais à mes étudiants, c'est que
Quand je dispense des cours de droit constitutionnel en dehors de France, par exemple, j'ai beaucoup plus d'intérêt de la part des étudiants qui comprennent l'intérêt qu'il y a à construire des institutions stables, solides, etc. Et que rien n'est acquis et qu'à force de considérer tout ceci comme acquis, un jour on devrait avoir de nouvelles surprises. Voilà. Et notamment s'il y a des étudiants, belle référence culturelle, une série ici de 2017, 10 épisodes, format 5000 minutes, The Handmaid's Tale, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui est une série sur les processus totalitaires qui se passent aux États-Unis de nos jours. C'est une dystopie et dans laquelle les pouvoirs constitutionnels réguliers ont été suspendus parce que la population a d'ailleurs été amadouée à coup de législation sur l'état d'urgence et que donc la population ne s'est pas ici soulevée quand une armée non régulière a pris le pouvoir et que les femmes ont décidé, les femmes vont être les victimes principales de ce nouvel ordre établi, qu'elles seront privées de leurs moyens de subsistance et qu'elles seront bientôt réduites en esclavage au nom de valeurs extrêmement conservatrices. C'est une série qui se regarde très très bien, 10 épisodes, et qui est pleine et extrêmement féconde de réflexions sur ce thème-là, qui est le mot de la fin, rien n'est jamais acquis. Formidable, on dirait une émission de France Culture. J'ai envie de vous remercier. La science politique, c'est aussi la pop culture. Sciences polémiques, Eh bien, écoutez, Sciences polémiques, alors désolé pour les auditeurs, vous voyez, hein, c'est un petit manuel par A plus B, ce qu'il faut faire pour contrer 3 étudiants qui veulent vous emmener sur le fun, etc. Je rassure tout le monde, j'ai une vie sociale tout à fait remplie. Je suis beaucoup plus marrant que l'interview le laissera passer ici. J'espère qu'on aura l'occasion de découvrir en off. Eh oui, allez, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis à très vite pour une nouvelle émission de Sciences Polémiques. Merci à tous.